Alors, comme vous le savez tous, l'asthme est une maladie inflammatoire chronique des voies aériennes qui est d'origine multifactorielle et qui va résulter d'une interaction complexe entre des facteurs génétiques et des facteurs environnementaux. Et l'exposition à l'environnement intérieur et extérieur va avoir un rôle clé dans la genèse de la maladie et dans la persistance de la maladie asthmatique. Cette interaction entre l'asthme et l'environnement est connue depuis plusieurs années, depuis 3 siècles. La première fois, Sir Floyer, qui était médecin anglais mais également asthmatique, avait pour la première fois décrit les interactions qui pouvaient exister entre un patient asthmatique et son environnement extérieur, notamment avec la pollution atmosphérique. Et au cours de ces dernières années, on avait constaté, au cours des dernières décennies, qu'il y avait une augmentation très importante de la prévalence de l'asthme qui a doublé en l'espace de quelques décennies. Et plusieurs hypothèses ont été présentées pour expliquer ce constat. Bon, la rapidité de l'évolution de la prévalence de l'asthme rend très peu probable l'hypothèse de facteurs génétiques qui vont influencer justement cette évolution. Et les deux hypothèses qui semblent être les plus plausibles sont une augmentation de cette prévalence de l'asthme par le fait d'une modification de l'environnement auquel est exposé le patient asthmatique, avec une augmentation de la pollution intérieure et extérieure, et une augmentation de l'exposition aux différents aéroallergènes, ainsi que les modifications comportementales de toute la population générale, avec notamment une diminution de l'exposition aux micro-organismes infectieux en bas âge. De toute façon, quelle que soit l'hypothèse retenue, ce qu'on sait pertinemment actuellement, c'est qu'il est impératif de situer un patient asthmatique dans son environnement parce que ça fait partie, c'est au cœur même de la prise en charge de la maladie asthmatique. Et d'ailleurs, selon plusieurs recommandations, la première étape quand on va traiter un patient asthmatique est d'évaluer son environnement et notamment de rechercher un terrain atopique. Ainsi, actuellement, le contrôle de l'environnement, notamment avec l'éviction de facteurs déclenchants, est une étape importante de la prise en charge de la maladie asthmatique. Ceci ressort notamment dans les recommandations du GINA 2018, où certes le GINA met l'accent sur le traitement médicamenteux de la maladie asthmatique, mais il rappelle aux cliniciens qu'il est important de conseiller les patients, quel que soit le niveau de sévérité de la maladie, quel que soit le palier thérapeutique dans lequel ils sont, de le conseiller sur le contrôle de leur propre environnement. Pourquoi il y a autant d'interactions entre la maladie asthmatique et l'environnement? C'est parce que nos poumons sont un organe qui est complètement ouvert à l'environnement, et ce, depuis la période fœtale. Nos poumons sont exposés à l'environnement extérieur depuis la période fœtale. On continue à être exposé à cet environnement chez nous, quand on est à l'extérieur et quand on est au travail. En effet, quand on veut parler d'environnement chez un asthmatique, il faut parler d'environnement au sens large du terme, ce qui inclut l'environnement intérieur, l'environnement extérieur, le tabagisme, l'environnement professionnel, mais également l'environnement alimentaire et médicamenteux. Pour un souci de clarté et pour une contrainte de temps, nous allons uniquement parler aujourd'hui du contrôle de l'environnement intérieur et de la pollution atmosphérique, ainsi que du tabagisme au cours du contrôle de la maladie asthmatique. Donc commençons par l'environnement intérieur. Ces dernières années, les préoccupations vis-à-vis de la qualité de l'air intérieur sont grandissantes. Certes, elles sont récentes, mais elles sont de plus en plus grandissantes. Pourquoi? Parce qu'on avait remarqué que la pollution intérieure des locaux accroît les phénomènes d'irritation, la sensibilisation allergique, et qu'elle accroît les symptômes des maladies pulmonaires chroniques, notamment des maladies allergiques. On s'est également rendu compte qu'on passait la majeure partie de notre temps à l'intérieur des locaux. On passe 20 heures par jour à l'intérieur des locaux, 16 heures par jour à l'intérieur de nos logements et 9 heures par jour dans nos chambres. On s'est également rendu compte que, chose bizarrement, notre air intérieur est parfois, souvent même, beaucoup plus pollué que l'air extérieur. L'ensemble de ces raisons font qu'il y a de plus en plus d'intérêt à la qualité de l'air intérieur. En effet, ce qui influence, tout peut influencer la qualité de notre air intérieur, de l'air extérieur même, du sol, des bâtiments, les matériaux de construction, les matériaux qu'on utilise pour la décoration, les produits qu'on utilise pour le ménage, et de l'attitude des occupants de ces bâtiments, notamment et surtout le tabagisme à l'intérieur des bâtiments.
Alors, quels sont les polluants de l'air intérieur? Ils sont caractérisés par un mélange complexe entre des polluants d'ordre organique, d'ordre chimique ou d'ordre physique. Les plus importants, les plus souvent présents sont les allergènes, bien évidemment, du domicile, mais également tout ce qui est polluant d'ordre chimique, notamment les composés organiques volatiles, les particules fines et le monoxyde de carbone. Commençons par les allergènes. Comme vous le savez très bien, il a été clairement démontré que l'exposition aux allergènes domestiques était associée chez les patients asthmatiques à une perte de contrôle de leur maladie asthmatique, à une augmentation de l'hyperactivité bronchique ainsi qu'à une détérioration de la fonction respiratoire. L'ensemble de ces choses font que, logiquement, les mesures d'éviction devraient mieux aider la prise en charge de la maladie asthmatique, mais vous allez le voir tout à l'heure, ceci n'a pas été confirmé pour tous les allergènes. Commençons par le principal allergène domestique, qui sont donc les acariens. C'est les allergènes les plus souvent incriminés dans les manifestations allergiques. Ils sont présents essentiellement dans l'environnement domestique, les environnements chauds et humides. Et depuis leur découverte, il y a eu beaucoup d'écrits sur l'efficacité des mesures d'éviction de ces acariens. Initialement, les différentes études et les résultats ont été assez optimistes parce qu'on pensait que diminuer l'exposition à ces allergènes était une solution rationnelle et efficace pour contrôler la maladie asthmatique. Les mesures d'éviction des acariens peuvent être soit d'ordre physique, vous les connaissez certainement, c'est les housses, c'est le fait de laver à haute température sa literie, d'enlever les tapis, ou chimique, par l'utilisation des acaricides, par exemple. Toutefois, quand ces mesures d'éviction sont bien conduites, certes, elles amènent à réduire le nombre d'acariens, mais est-ce que, la question qu'on pourrait se poser, est-ce qu'elles sont réellement efficaces sur les symptômes? Nous, ce qui nous importe aujourd'hui, c'est le contrôle des symptômes au cours de l'asthme. Alors, au début, comme je vous l'ai dit, on était assez optimiste. Il y a une trentaine d'années, on avait démontré que quand on emmenait des enfants allergiques asthmatiques en montagne, on arrivait à contrôler les symptômes d'asthme parce qu'en haute altitude, il y a beaucoup moins d'acariens. Et quand ces enfants retournaient chez eux, ils redevenaient symptomatiques. Et on avait donc impliqué le rôle des acariens dans la symptomatologie d'asthme chez ces enfants. Et on avait conclu que les mesures d'éviction des acariens pouvaient jouer un rôle bénéfique dans le contrôle de la maladie asthmatique. D'ailleurs, jusqu'en 2007, dans les recommandations américaines, il était stipulé que la première étape à faire devant un enfant asthmatique était de lui conseiller les mesures d'éviction afin de contrôler la maladie. C'est donc une grande surprise quand en 2008 apparut cette éditorial de Lancet de 2008 où les auteurs disaient, c'était un éditorial assez virulent, où les auteurs disaient carrément qu'il n'existe aucune évidence clinique quant à l'intérêt de l'éviction des acariens pour le contrôle de la maladie asthmatique, et les auteurs demandaient même une mise à jour des recommandations afin d'y écrire noir sur blanc qu'il n'y avait aucun intérêt à ces mesures d'éviction pour le contrôle de la maladie asthmatique. Alors cet éditorial est paru suite à plusieurs études cliniques qui ont été publiées, dont 4 méta-analyses, publiées en 1998, 2001, 2004 et 2008, qui avaient clairement démontré qu'il n'existait aucun bénéfice clinique en matière de contrôle d'asthme par ces mesures d'éviction des allergènes. Je vous montre ici la dernière méta-analyse en date qui remonte à 2008, qui avait inclus 55 études, plus de 3000 patients. Les études avaient utilisé des moyens d'éviction variés aux acariens et les auteurs ont pu conclure qu'il n'existait aucune amélioration en termes d'asthme, en termes de score de symptômes, en termes d'usage de médicaments et en termes de débit expiratoire de pointe chez les patients chez qui on avait conseillé de mesures d'éviction aux acariens. Et les auteurs concluaient que, selon l'evidence-based medicine, il n'y avait aucune efficacité à justement conseiller les patients vis-à-vis des mesures d'éviction aux acariens. Alors, faut-il, oui ou non, conseiller ces mesures d'éviction? Tout ceci reste jusqu'au jour d'aujourd'hui sujet à un débat de la communauté scientifique, parce que ces méta-analyses, dont celles que je vous ai montrées, sont très critiquables.
En effet, les études cliniques qui étaient incluses dans cette méta-analyse, on y avait inclus des patients qui étaient parfois trop âgés, il n'y avait pas de définition allergologique précise des patients, parfois les méthodes d'éviction utilisées par les études n'étaient pas validées et les durées de l'étude étaient parfois insuffisantes pour pouvoir conclure quant à l'efficacité ou non de ces mesures d'éviction. De toute façon, bien qu'elles soient critiquables, ces méta-analyses sont là et les instances internationales en tiennent compte pour leurs recommandations. Et d'ailleurs, dans le GINA 2008, il est clairement écrit que les mesures d'éviction des acariens sont inutiles. Il existe très peu d'évidence clinique quant à leur efficacité dans le contrôle de l'asthme des patients et c'est un grade d'évidence B. Ce que l'on sait désormais, c'est que quand on veut quand même les prescrire, ces mesures d'éviction, il vaut mieux utiliser les housses qui sont plus efficaces que l'aspirateur et les acaricides. Le fait de limiter la présence de tapis et de rideaux ne semble pas être aussi efficace que ça. L'utilisation des humidificateurs peut aider, mais il demeure moins efficace que l'air conditionné. Et le lavage de la literie à haute température est supérieur à l'usage des acaricides. Mais ce qui est le plus important à retenir, c'est que ces mesures d'éviction des acariens doivent faire partie de mesures globales d'éviction qu'on va voir tout à l'heure. Donc ça, c'était pour les acariens. Pour l'étude des moisissures, pour les moisissures, les choses sont beaucoup plus claires, puisque leur effet sur le déclenchement et la persistance de l'asthme a été largement démontré, et que l'éviction des moisissures, il a été démontré par plusieurs études qu'elle améliorait le contrôle de la maladie asthmatique, puisqu'elle diminuait le recours aux urgences, diminuait les hospitalisations, moins de symptômes et moins de visites médicales. Et ça ressort aussi dans les recommandations, puisque dans celle du GINA de 2018, il est clairement écrit que l'éviction des moisissures de l'intérieur avait un impact positif sur la prise en charge de la maladie asthmatique, et c'est un grade d'évidence A. Comment peut-on lutter contre les moisissures? Par des moyens assez simples, lutter contre l'humidité, couvrir les surfaces froides, bien isoler les conduites d'eau et quand les lésions de moisissure sont superficielles et visibles, le nettoyage à l'eau de javel. Pour les animaux domestiques, c'est également une source commune d'allergènes. Une famille sur deux en France et aux États-Unis en possède au moins un. La sensibilisation à ces allergènes est associée à un asthme sévère chez l'enfant et ces allergènes sont omniprésents, même dans les locaux où ils n'y existent pas. Pour les Américains en 2012, c'est évident, il faut minimiser l'exposition à ces allergènes chez les enfants sensibilisés. Toutefois, l'éviction des animaux domestiques pose certaines difficultés, surtout le refus des familles de se séparer de leur animal. La persistance de ces allergènes à domicile, même plusieurs semaines après que l'on se soit séparé de son animal, et le fait que ces allergènes soient ubiquitaires, ils sont présents à l'école, ils sont présents également sur les lieux du travail. Les Américains recommandent ainsi, chez les patients qui ne peuvent pas se séparer de leur animal de compagnie, de sortir la literie en dehors du domicile, de sortir l'animal en dehors de la chambre, d'utiliser des filtres à haute efficience, d'aérer les domiciles et d'utiliser des housses protectrices. Pour le GINA, fait important, c'est que pour justement l'éviction de ces allergènes, parfois les recommandations sont très divergentes et justement on ne recommande pas du tout la même chose. Autant pour les Américains, l'effet bénéfique de l'éviction des animaux domestiques est clair. Pour les recommandations du GINA, c'est différent puisque, tout comme les acariens, le bénéfice clinique de cette éviction n'a pas été confirmé. Après les animaux, on passe aux blattes. Leur responsabilité dans l'apparition et l'aggravation de la rhinite et l'asthme est largement confirmée. Et logiquement, les mesures d'éviction devraient améliorer la prise en charge des patients asthmatiques. Sauf que ceci n'a pas été confirmé par cette première étude parue en 1999, qui avait inclus 265 familles d'enfants asthmatiques sensibilisés à la blatte. C'était une étude comparative où dans un groupe, il y avait une intervention à type d'extermination des blattes versus un groupe placebo et on passait faire un échantillonnage de l'allergène majeur des blattes une semaine avant l'extermination, 12, 6 et 12 mois après l'extermination et on relevait les problèmes en rapport avec l'asthme 12 mois après l'intervention.
Alors, on s'est rendu compte qu'initialement, on arrivait après l'extermination à diminuer la concentration des allergènes de blattes, mais qu'à 12 mois, les choses ont empiré et le niveau justement d'allergènes aux blattes était supérieur à celui constaté avant l'extermination et qu'il n'existait pas de différence entre les deux groupes en matière d'amélioration des symptômes d'asthme. Sauf que chez ces enfants, on a supposé qu'ils étaient uniquement sensibilisés à la blatte et ces enfants auraient très bien pu être sensibilisés à plusieurs allergènes et le fait d'intervenir uniquement sur les blattes avait du coup un impact global faible et ceci a été confirmé par cette étude puisque chez plus de 900 patients issus de cette grande ville américaine qui était inclus dans un essai contrôlé randomisé, on intervenait à domicile dans le groupe patient, mais par une éviction globale des blattes, des acariens, mais également des conseils sur le tabagisme passif. Et on relevait des complications liées à l'asthme à 1 an et 1 an après l'intervention. Et là, les choses s'améliorent à 1 an après l'intervention. Il y avait une amélioration significative de tous les paramètres en rapport avec l'asthme, diminution des symptômes nocturnes, diminution des consultations et les choses se maintenaient 1 an après l'intervention, donc à 2 ans. Donc les mesures d'éviction aux blattes sont simples, certes, le fait de garder sa cuisine propre, de laver rapidement la vaisselle, de mettre tous les aliments dans des contenants scellés, mais ces mesures peuvent être plus compliquées quand par exemple on habite dans un appartement où tout le bâtiment est infecté par les blattes. Là ça devient un peu plus compliqué, mais ce qui est sûr c'est que les mesures d'éviction aux blattes, tout comme pour les acariens, doivent toujours faire partie d'une prise en charge globale de tout l'environnement pour être efficaces. Donc ça c'était pour les premiers polluants de l'environnement intérieur qui étaient les allergènes. Donc on va passer aux autres polluants. Vous savez qu'au niveau pollution intérieure, les sources sont multiples. C'est l'humidité, le tabagisme, les produits de bricolage, les matériaux de construction, les produits ménagers. Et le tabagisme demeure toutefois le principal polluant à l'intérieur des maisons. Il est clairement associé à une augmentation de la sévérité de l'asthme et c'est un irritant puissant qui est capable de déclencher une crise d'asthme. Pour le tabac, les choses sont claires. Il n'y a pas réellement de controverse. Et le tabagisme passif est reconnu comme étant un facteur de risque de mauvaise évolution de l'asthme, un facteur de risque d'exacerbation, et il est clairement écrit que justement le tabagisme passif, il faut lutter contre le tabagisme passif afin d'améliorer la prise en charge de la maladie. C'est un grade d'évidence assez élevé A, et c'est la même chose pour le tabagisme passif, il est conseillé, c'est un grade d'évidence A également, à tous les asthmatiques tabagiques d'arrêter de fumer afin d'améliorer leur contrôle de la maladie. Donc que les choses sont claires en matière de tabac. Qu'en est-il des autres polluants de l'intérieur? Donc les différents polluants de l'intérieur sont en effet le reflet de la présence de multiples sources de pollution intérieure. Près de 300 substances sont susceptibles d'être mesurées. Les 5 hautement prioritaires selon l'Observatoire de la qualité d'air intérieur français, c'est le formaldéhyde, le benzène, l'acétaldéhyde, les microparticules et les phtalates. Et fait très important, c'est que sur le rapport de cet observatoire, il a été noté que 4 de ces 5 produits hautement prioritaires existaient systématiquement dans tous les foyers français. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc la pollution, il faut distinguer justement la pollution allergénique des autres polluants et il faut systématiquement encourager les patients qui ont un asthme quand ils utilisent un appareil à gaz pour la cuisine ou pour le chauffage, de faire très attention et de le sortir à l'extérieur des maisons quand c'est possible. Et donc, conseiller l'éviction totale du tabagisme, aérer quotidiennement le domicile, vérifier les appareils à gaz, minimiser l'utilisation des produits ménagers et les conserver dans une armoire bien scellée. Finalement, cette prise en charge justement de l'environnement intérieur est assez compliquée, complexe. Les pneumologues, allergologues n'ont pas toujours le temps de conseiller leurs patients sur tous ces polluants et parfois même on a besoin de voir réellement ce qui se passe à l'intérieur des maisons. Et là vient le rôle du conseiller médical en environnement, qui est une nouvelle activité professionnelle en France, qui n'existe pas en Tunisie. C'est des techniciens qui vont intervenir sur demande des médecins, qui vont investiguer les maisons, l'environnement intérieur, et qui vont proposer des mesures d'éviction personnalisées selon le niveau de pollution
temps. Leur activité a été étendue en dehors de l'asthme à d'autres pathologies et leur intérêt a été démontré par plusieurs études, notamment celle-là où l'effet, justement, l'action de ces conseils médicaux en environnement intérieur réduisait de façon significative les services aux urgences, les visites aux urgences, le recours au traitement de secours et les jours sans symptômes. On arrive à l'environnement extérieur et à la pollution atmosphérique qui représente le principal, justement, polluant au niveau de l'environnement extérieur, qui est responsable de 6,4 millions d'années de vie perdues chaque année, dont le rôle dans le développement de l'asthme reste encore débattu, mais dont le rôle dans l'augmentation de la mortalité par asthme est actuellement bien démontré. Ceci impose donc une surveillance de la pollution de l'air, une définition des niveaux d'alerte qui doivent être mis à jour tout le temps et la mise en place de mesures de protection. Quels sont les principaux polluants atmosphériques actuellement retrouvés? C'est justement les particules fines, l'oxyde d'azote et l'ozone qui sont les principaux polluants qui peuvent être impliqués notamment dans les maladies allergiques respiratoires. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a pas actuellement de recommandation à rester tout le temps à l'intérieur. De toute façon, ce n'est pas rationnel. Et de toute façon, à l'intérieur est plus pollué que l'extérieur. Qu'est-ce qu'on peut alors proposer aux patients? On propose aux patients asthmatiques, à tous les patients qui ont des facteurs de risque, justement, aux populations fragiles, disons, de réduire le temps passé à l'extérieur quand l'indice de qualité d'air atteint un certain niveau et d'éviter toute activité sportive à l'extérieur. Le port de masque anti-poussière n'a pas justement démontré son efficacité et le meilleur moyen jusqu'au jour d'aujourd'hui demeure d'encourager les politiques d'État durables en matière de qualité d'air. Parallèlement, on pourrait proposer, comme c'est le cas en France, aux États-Unis également, donc de mettre à jour de façon instantanée les niveaux de pollution en fonction des régions. Et là, les asthmatiques pourront consulter ces sites et agir en conséquence. Finalement, les polluants extérieurs peuvent également être les pollens, qui sont incriminés dans les rhinoconjonctivites allergiques, mais également dans l'asthme. Leur fréquence a fortement progressé depuis le début du XXe siècle en raison des changements climatiques, en raison également de la pollution atmosphérique, avec une augmentation de la production et de la libération de ces pollens et un allongement de la période de pollinisation. Il est recommandé chez les patients qui sont sensibilisés justement au pollen en période pollinique de maintenir leurs fenêtres fermées, leurs portes fermées et d'utiliser au besoin, au meilleur des cas, de l'air conditionné afin de réduire l'exposition aux allergènes. Ce qu'on peut faire sur le plan pratique, qu'est-ce qu'on peut conseiller? On peut leur conseiller de sortir tôt le matin en fin de journée, là où il y a le plus d'humidité, de garder les fenêtres des voitures et des maisons fermées, d'utiliser l'air conditionné, de porter un masque anti-pollen en période pollinique et de prendre une douche et de se laver les cheveux après une longue journée passée à l'extérieur en période pollinique. Voilà, j'en arrive à la conclusion pour vous dire que de nombreux facteurs environnementaux, qu'ils soient intérieurs, extérieurs ou autres, influencent l'histoire naturelle de la maladie asthmatique. Le rôle du médecin, c'est de les répertorier pour chaque patient et de fournir des conseils de prévention adaptés à chaque type justement de pollution. Toutefois, le contrôle de l'environnement reste difficile et parfois même d'efficacité non prouvée et l'éviction d'un seul facteur reste presque toujours, souvent, insuffisante, d'où la nécessité d'évaluer l'environnement de l'asthmatique dans sa totalité et de proposer une stratégie d'éviction globale. Voilà, je vous remercie.